Voilà, bonjour à tous et bienvenue au Studio Eiffel, très proche de la Tour Eiffel d'ailleurs. Nous sommes l'IFG, j'ai en face de moi le directeur des programmes de l'IFG, avec qui je vais parler dans un instant. Et puis nous recevrons, vous le savez, le président de l'Institut Choiseul, Pascal Laureau, qui nous rejoindra tout à l'heure pour discuter avec vous, parler avec vous de sa passion, entre autres l'Afrique. Alors Jean Alessandri, bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter l'exécutif MBA, un programme que vous maîtrisez bien, que vous dirigez. Alors qu'en est-il? Expliquez-nous un peu ce qu'est ce programme attractif. Alors, d'abord, l'Institut français de gestion, c'est un organisme de formation, mais nous sommes spécialisés dans la transformation managériale. Voilà. Nous prenons des cadres opérationnels qui s'inscrivent à nos formations, que ce soit des formations 100% en ligne, ou des formations dites blended, c'est-à-dire 50% présentiel ou 50% et 50% online. Donc ce sont des formations qui s'adressent à des cadres opérationnels qui ont à peu près 40 ans de moyenne d'âge et qui souhaiteraient booster leur carrière. Nous faisons ça depuis de nombreuses années, puisque l'Institut français de gestion date de 1956. Oui, vous avez été les premiers dans le genre. Absolument. Et nous avons été les premiers d'ailleurs en France à imposer, je dirais, les techniques du e-learning, donc la formation à distance. Nous sommes pionniers dans ce domaine sur la France, bien sûr, et nous développons un certain nombre de programmes en termes de management général, mais également des programmes de finance et de marketing. On sait combien de nationalités, à qui ça s'adresse, qui sont au fond ces gens qui viennent adhérer à ce programme? Nos participants, il y a beaucoup bien sûr de Français, bien évidemment, mais nous avons ouvert depuis quelques années nos programmes à tout l'espace francophone, puisque nous avons des différentes nationalités, et à chacun de nos lancements, nous avons environ une quinzaine de nationalités différentes qui s'inscrivent notamment sur des programmes 100% en ligne, et notamment du continent africain, puisque nous avons environ à chaque fois à peu près 60 à 65% de participants qui viennent du continent africain. Voilà, c'est une nouvelle manière d'enseigner, de progresser dans la vie au fond, de performer. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, l'enseignement et notamment le distanciel, pouvoir travailler à distance, c'est un autre mode de fonctionnement pour les professionnels que nous sommes, les professionnels participants qui s'inscrivent à nos formations et qui ont besoin justement d'acquérir un petit peu toutes ces techniques de formation à distance et puis toutes ces techniques numériques pour pouvoir effectivement pratiquer à la fois leur métier et puis cette formation que nous leur proposons. Alors il y a une élection présidentielle importante qui arrive en France là, et tous les candidats aux élections présidentielles parle de la transformation du travail. La manière dont on va travailler dans le futur sera totalement différente. On parle du télétravail. Certains candidats sont d'ailleurs très en pointe sur ces questions. Et ils expliquent qu'au fond, il y aura moins de chômage grâce à ce télétravail, cette manière différente de travailler qui ne sera pas forcément dans l'entreprise, mais à distance, de chez soi, d'un certain nombre de lieux. C'est des choses auxquelles vous vous êtes préparés, vous, l'IFG, avec cette histoire ancienne, au fond, d'avoir été des précurseurs dans ce domaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vos formations amènent à ça? Oui, alors c'est vrai que le télétravail, moi j'ai connu ça dans une autre vie, je dirais au niveau informatique, ça date depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a quelques années de cela, on s'est lancé en France notamment dans cette opération de télétravail et on pensait justement que ça allait un peu réguler le chômage. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu tôt à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de salariés dans les entreprises qui sont à distance et grâce aux technologies Internet et autres, peuvent effectivement effectuer un certain nombre d'opérations et avec les systèmes de visioconférence, etc., être comme s'ils étaient au bureau. Et on peut faire des réunions, on peut partager des fichiers, on peut échanger à la seconde beaucoup d'éléments, des chiffres, etc. Donc ça permet effectivement à beaucoup de salariés de pouvoir opérer différemment. Et c'est vrai que cette formation que nous proposons, alors elle est avant tout une formation en management général, ça c'est clair. Donc les participants vont acquérir un certain nombre de compétences. Ils vont apprendre à travailler ensemble également, puisque nous développons beaucoup l'intelligence collective, le travail collaboratif, travailler ensemble. Ils se connaissent un jour? Ils se voient? Alors ils se voient dans nos formations, je dirais les formations à distance une fois. Pourquoi? Parce que physiquement nous organisons un séminaire à l'international. Pour cette année c'est San Francisco et on les réunit tous ensemble.
mauvaise destination. Non, c'est vrai. Et on leur fait visiter la Silicon Valley. Ils vont voir des grosses entreprises comme Google, Microsoft. Et ils ont l'occasion de pratiquer ensemble des ateliers, puisque l'une de nos caractéristiques, c'est de leur faire pratiquer une certaine expérimentation. Donc, ils expérimentent beaucoup de choses. On n'est pas là pour dispenser de la théorie, mais beaucoup de pratiques. Et ils vont pratiquer ensemble. Donc, c'est vrai que cette semaine américaine est l'occasion pour eux d'échanger. Alors, c'est à peu près au cours du 8e mois de leur formation. Nous avons des prochains lancements, notamment à San Francisco, sur le mois de mai et le mois de juin, notamment. Alors, on va passer à une mini-enquête. Hein, on appelle ça une enquête d'opinion chez nous. Ce n'est pas vraiment un sondage, mais enfin, ça tend à y ressembler. On va la regarder. Est-ce que vous voulez en parler un peu, la manière dont ça a été imaginé, pensé, hein, type de panel et tout ça donc oui, tout à fait. Alors déjà, si vous voulez, par rapport à nos participants, nous souhaitons, dans ce type de webinaire, de visioconférence, les faire participer activement. Donc l'interactivité, pour nous, c'est quelque chose de fort. Et dans toutes nos formations, cette interactivité, elle est présente, elle est fortement présente. Là, nous avons voulu, sur un petit sondage, une petite enquête très simple, les faire participer pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de l'évolution, notamment de l'Afrique, en termes économiques et politiques, pour savoir si eux-mêmes, et il y a beaucoup d'Africains, je sais, que je salue d'ailleurs, qui nous regardent ce soir. On leur dit bonjour, bien voilà, sûr. absolument, puisqu'ils sont très nombreux à s'être inscrits. On a près de 2500 inscrits pour cet IFG Live. Et on souhaitait avoir leur avis sur leur degré d'optimisme, je vais dire. Alors la question est claire. Êtes-vous optimiste quant au développement économique et politique de l'Afrique? Voilà la question qui est posée. Voilà, donc ils vont voter et on verra le résultat dans quelques instants. Très bien, Jean-Alessandri. D'autres choses à ajouter sur cette expérience formidable que vous viviez à titre personnel? Vous venez de quel... Vous êtes corse? Oui, tout à fait. C'est une grosse qualité. Et vous venez de quel... Vous êtes issu de quelle origine pour pouvoir professionnelle, pour pouvoir atterrir là? J'ai fait beaucoup de mathématiques et d'informatique. Je suis un mathématicien et un informaticien à la base. Qui fait de la télévision? Qui fait de la télévision aujourd'hui. Voilà, ça mène à tout. L'informatique mène à tout. Et les mathématiques aussi. On se pose souvent la question, à quoi servent les mathématiques? Eh bien, ça sert aussi à ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Alessandri, directeur des programmes de cet exécutif MBA. Voilà, depuis le studio Eiffel à Paris. Nous allons maintenant passer à notre invité qui va arriver dans un instant. Mais avant de découvrir l'invité de visu avec moi, eh bien, on va regarder un petit film qui le concerne. On le regarde ensemble. Et on accueille dans un instant Pascal Laureau, le président de l'Institut Choiseul. Le Choiseul 100, c'est un classement qui recense tous les jeunes talents qui existent en France, qu'ils soient entrepreneurs, start-upers, dirigeants d'entreprise. C'est finalement une reconnaissance plus qu'un classement, la reconnaissance finalement du talent, de la capacité à porter à bien des projets, à se projeter dans l'avenir et finalement à tirer aussi vers le haut l'économie française. On était, il y a 4 ans, dans une période finalement où les Français étaient assez moroses, étaient très critiques par rapport à eux-mêmes, et les médias n'arrêtaient pas de nous dire que toute la jeunesse française quittait le pays. Que les Français ne rêvaient qu'à... Les jeunes Français, les jeunes diplômés, ceux sortant des grandes écoles, n'avaient pour ambition première que d'aller s'exiler à Londres, à Singapour, à Hong Kong ou à New York. Finalement, en France, vous avez énormément de jeunes diplômés, de jeunes professionnels qui sont aux commandes, qui n'ont pas eu cette ambition de partir à l'étranger, qui sont là, qui tiennent le pays d'une certaine manière, qui sont au cœur de l'activité économique et qui font que la France reste encore une économie dynamique, ouverte sur le monde, très tournée vers, bien sûr, vers l'international, avec des domaines d'expertise relativement privilégiés. Voilà, c'est ça ce qu'on a voulu montrer, c'est que la jeunesse était encore, en tout cas les jeunes talents dans le domaine économique étaient encore aux commandes, n'avaient pas fui comme on pouvait l'entendre, mais étaient là, bien enracinés dans le territoire, mais avec ce souci de l'ouverture sur le monde, de la connectivité et des grands enjeux internationaux. Je crois que c'est important de mettre en avant cette jeunesse, ces jeunes talents français, de les mettre vraiment en avant, pour une raison très simple, c'est qu'ils représentent le terreau qui va permettre, sur lequel on va bâtir le futur. C'est l'avenir, ce sont ceux qui vont porter et diriger les grandes entreprises françaises, mais aussi les petites PME innovantes, les start-up qui vont demain lever des fonds à Euronext, à New York et ailleurs, et qui vont faire en sorte que finalement la France reste encore une puissance d'innovation, de développement, de recherche, de création,
ce qui fait finalement la spécificité de notre économie. On n'est pas comme les autres. On est bien sûr dans une logique de banalisation à mesure que l'ouverture économique mondiale s'accélère, à mesure de la mondialisation, à mesure de l'émergence de nouvelles économies, de nouveaux systèmes, mais on est quand même relativement atypique. Et je pense que cette spécificité française, cet exceptionnalisme national, dans un cadre européen bien sûr, eh bien, il est porté par cette jeunesse, par ces jeunes talents, par ces jeunes dirigeants qui ont l'ambition de maintenir encore haut le niveau d'exigence pour faire en sorte que la France demain reste encore une grande nation. Voilà, dans un instant, j'accueille Pascal Laureau, le président de l'Institut Choiseul, qui est notre invité aujourd'hui au studio Eiffel, IFG. Je voudrais juste donner le résultat du mini-sondage de l'enquête d'opinion qu'on a fait tout à l'heure. Êtes-vous optimiste quant au développement économique et politique de l'Afrique? Vous êtes 92% à être optimiste. Bravo, je vous félicite. On ne fait rien sans optimisme dans la vie, Pascal Laureau. C'est même la marque de fabrique de votre parcours et de votre trajectoire. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas dans la vie, il faut positiver. Il faut voir les choses du bon côté parce qu'on se sent mieux, on est plus à l'aise et je pense qu'on est beaucoup plus en capacité de réussir et d'avancer. Alors on a vu un petit film là qui vous montrait au milieu d'un certain nombre de participants. Ouais. C'était dans le cadre de ce que vous menez comme action à la tête de l'Institut Choiseul. En un mot, on va parler après de votre parcours, de ce que vous êtes. Qu'est-ce qui se passe dans ces dîners, dans ces rencontres? Alors là, ce que vous avez regardé, c'est effectivement les dîners de ce qu'on appelle les jeunes leaders économiques de demain. Il y a 5 ans, j'ai décidé finalement d'identifier tous ceux qui sont en train, aujourd'hui en France, de transformer l'économie française, de la porter vers le meilleur. C'était un moment finalement où tout le monde était pessimiste, mais moi j'y croyais. Et on a vu, on a découvert finalement toute une jeunesse économique française, bien formée, mondialisée, connectée à tous les réseaux sociaux, etc., et qui était en train de porter au plus haut niveau l'économie française, afin de lui permettre finalement, in fine, de rester dans le peloton de tête au niveau mondial. Et ça, on a un classement qui sort tous les ans, qui est relayé sur le Figaro Magazine, qui s'appelle Les leaders économiques de demain, et on organise 4 fois par an des grands dîners à 120, 150, où tout le monde se retrouve finalement, fait du réseau, se connecte, met de côté un petit peu qui il est, ce qu'il fait et d'où il vient, tout ça pour positiver et essayer de trouver finalement des points d'accroche pour développer des projets en commun, tourner vers l'avenir. J'ai une question qui fait sens à la suite de ce que vous venez de dire. Je ne sais pas trop comment vous classer. Je sais que vous avez une passion pour la diplomatie, que vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup d'international, comme on dit, on va y revenir tout à l'heure. En même temps, vous avez le sens du business. À l'Institut Choiseul, c'est à la fois un endroit où on réfléchit ensemble, en même temps on fait du business, et en même temps vous êtes un entrepreneur, car vous-même vous êtes à la tête d'une véritable petite PME pour le faire. Alors vous vous classez comment? Vous êtes un diplomate atterri dans les affaires? Vous êtes un homme d'affaires qui aime la diplomatie? Vous catégoriseriez comment? C'est jamais facile de parler de soi déjà. Non mais là, on va y arriver. Et je pense que je suis peut-être un électron libre qui effectivement a touché un petit peu à tout, touche encore un petit peu à tout, avec un focus fort sur l'international, sur la fonction publique, mais aussi sur le business, sur l'entreprise, avec le souci quand même d'être toujours utile pour la collectivité, de faire en sorte que d'une manière ou d'une autre, on arrive à faire en sorte que les uns et les autres se rencontrent. Je crois que collectivement, au niveau d'une nation, au niveau d'un pays, au niveau d'une entreprise ou d'une famille, on est plus fort que lorsqu'on est unis. On est plus intelligent à plusieurs que seul. Naturellement, bien sûr, vous avez raison. Donc si on arrive à mettre tous ces talents épars qui existent au niveau de la collectivité nationale ensemble, les faire travailler en réseau, les faire réfléchir en commun, les faire penser un petit peu à la façon de se projeter dans le futur, je pense qu'on sera plus fort individuellement, collectivement, et puis au niveau beaucoup plus global encore. Comment on adhère à l'Institut Choiseul? Comment on arrive à accéder, au fond, à cet échange permanent entre vous tous d'informations, mais aussi de possibilités de faire du business et de progresser ensemble? Comment ça se passe? Il y a des critères on vous écrit Pas vraiment, c'est nous qui sélectionnons les gens finalement, d'une certaine manière. En tout cas, pour ce qui est du classement du Choiseul 100, les leaders économiques de demain. Autrement, à l'Institut Choiseul, on a une multitude de clubs. On a un club sur les questions digitales qui s'est réuni ce matin. On a un club sur les questions énergétiques. On a un club sur les questions de ville de demain. On s'intéresse également à l'Afrique naturellement, mais à d'autres régions du monde.
Et 3-4 fois par mois, on a un événement finalement dans un lieu assez prestigieux à Paris qui permet à des gens d'horizons divers, variés, qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer, parce que chacun est pris par son quotidien professionnel, par sa vie personnelle également, et bien on leur permet de se rencontrer, de décompresser, d'avoir une bulle d'oxygène et de réflexion qui va leur permettre d'être plus intelligents, parce qu'ils vont rencontrer des gens qui eux aussi ont une part de vérité et qui vont les aider à progresser à travers l'échange. Et pas qu'à Paris, puisque vous organisez, c'est d'ailleurs assez formidable, des réunions un peu partout. Alors, moi, j'ai entendu parler de celles qui ont lieu au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique aussi. Bien sûr, oui. Alors, par exemple, le souvenir d'une réunion qui s'était particulièrement bien passée en Afrique, puisque nos amis africains nous regardent. En général, ça se passe bien. Donc, la dernière réunion qu'on a faite, c'était au mois de janvier. On était au Caire. On a été reçus, j'avais une centaine de 120 leaders économiques africains entre 35 et 42 ans qui incarnent vraiment la relève économique de l'Afrique. Pas de fils d'eux, mais des gens qui sont entrepreneurs ou qui ont transformé un groupe familial en une véritable entreprise à dimension régionale ou c'est-régionale. Qui ont des envies. Des grands patrons, des jeunes grands patrons d'entreprises africaines qui sont conquérantes et qui sont en train d'élargir leur marché national à des bassins de chalandise beaucoup plus importants. Anglophones, francophones, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique australe ou de l'Est. Je les ai réunis, 120 à peu près. On était rencontré les autorités égyptiennes, on a été reçus par le numéro 2 du gouvernement. On a fait beaucoup de networking, de réseau. J'avais fait venir aussi une petite trentaine de jeunes dirigeants économiques français et européens. Et on a passé 2 jours ensemble, les petits déjeuners, les dîners de gala, les visites des pyramides, des petits workshops aussi pour comprendre comment articuler finalement les besoins des autres avec les capacités des autres. Et ben, c'est comme ça que les choses avancent. On se crée un réseau à l'échelle continentale, on apprend de l'autre beaucoup. Et puis si les gens veulent aller plus loin et développer des projets, qu'ils soient philosophiques, intellectuels ou en termes d'affaires, mercantiles, libre à eux. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent, qui sont donc adhérés à ce programme, cet exécutif MBA, pour s'améliorer, pour progresser, pour être en ligne par rapport aux attentes du marché du travail demain? Quel conseil premier vous donneriez, j'allais dire, pour réussir cette vie professionnelle, la réussir? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité au départ? Je ne parle pas de ce qu'on peut apprendre grâce à ce MBA, etc. Mais quel conseil pour aborder au fond cet exécutif MBA? Et je pense que le principal, c'est d'être curieux, d'être avide de connaissances, de découvrir l'autre, de découvrir de nouveaux sujets, de nouveaux horizons. Si on n'est pas curieux, finalement, on passe à côté de quelque chose. On laisse passer des opportunités. Donc, il faut être curieux. Il faut aussi ne pas avoir peur d'en faire plus que n'en font les autres. Donc, il faut travailler. Et je pense que la formation est essentielle. Et la formation, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on acquiert lorsqu'on a entre 18 et 25 ans, ou 22 ans classiquement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus tout au long de la vie, d'autant que maintenant, la période où finalement on passait toute sa vie dans l'entreprise que l'on rejoignait lorsqu'on avait 22 ou 25 ans, c'est terminé. On est appelé, compte tenu un peu de la mutation économique en France, en Europe, en Afrique et ailleurs, au niveau international d'une part, et de l'âge que l'on a, du vieillissement de la population, on est amené à avoir plusieurs vies sentimentales, familiale, mais surtout professionnelle. Avec, donc, vous former plusieurs métiers différents, peut-être dans la même sphère d'activité, mais plusieurs métiers dans une vie. Bien sûr. Alors, c'est votre cas. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes au Studio Eiffel, à l'IFG. Un certain nombre de gens qui nous regardent font cet exécutif MBA. On va parler de vos débuts. Alors, vos débuts, ils sont teintés d'un très fort tropisme international. J'ai noté que vous avez été patron de la BNP en URSS. Vous avez même, je crois, été dans le bureau de Gorbatchev, c'est ça? Oui, là c'est un petit peu après. À la fin des années 80, en 1990. Donc ça, vous avez été à la BERD, la banque présidée par Jacques Attali à Londres. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y faisiez là? J'étais le conseiller du président, donc la BERD, c'était la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dernière institution financière internationale créée au XXe siècle, et dont l'ambition était effectivement d'apporter un soutien, une aide, de l'assistance technique, mais aussi financière, à tous les pays d'Europe centrale et orientale qui quittaient le communisme pour rejoindre l'économie de marché, et ensuite à aider l'Union soviétique qui éclatait en 15 sujets de droit international, parce que 15 États ont émergé de l'Union soviétique, à les aider aussi à rejoindre finalement l'économie de marché. Alors, par exemple, des gens qui doivent progresser dans la vie professionnelle. Vous avez été engagé à la BERD de Jacques Attali parce que vous aviez eu cette expérience en URSS? C'est lié? Peut-être. Alors, parce que Jacques Attali est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité et qui aime, je crois, le côté
expérience, capacité à mener à bien un projet et le côté intellectuel aussi. Il aurait pu faire l'exécutif MBA de l'IFG. Oui, non, parce que j'étais passé par la banque quand j'avais 26 ans. Ensuite, j'étais chercheur à l'IFRI, où j'étais monsieur Est-Ouest, donc je faisais beaucoup de médias. J'avais pas 30 ans, j'avais déjà écrit 3-4 livres, j'étais maître de conf à Sciences Po, j'avais mon cours magistral à HEC. Bon voilà, donc je mêlais à la fois la capacité conceptuelle à réfléchir et puis le côté empirique. J'avais vécu en URSS. C'était pas facile. Alors, là, actuellement, vous êtes représentant nommé par le président de la République, d'ailleurs, commissaire général de la France à l'exposition internationale au Kazakhstan, qui arrive. Alors, concrètement, ça consiste à quoi d'être commissaire général d'une exposition internationale? C'est de représenter son pays, de faire en sorte que dans le cadre un peu de ces grandes expositions universelles ou internationales, où chaque pays a un pavillon, dans lequel il doit montrer le meilleur du savoir-faire technologique, de l'excellence de sa nation, c'est de faire en sorte que le pavillon de la France soit le plus apprécié, puisse vraiment mettre en avant la réalité un peu de notre excellence et de celle de nos entreprises, et surtout de faire en sorte que ça se traduise par des engagements concrets. L'objectif, ce n'est pas d'être présent pour être présent, mais c'est d'accompagner nos entreprises, les aider à développer des partenariats, des coopérations décentralisées avec des acteurs locaux ou régionaux qui eux-mêmes vont se rendre sur place. À Astana, cet été, il y aura 115 pays représentés, 18 organisations internationales, 5 millions de visiteurs attendus, beaucoup venant pas seulement du Kazakhstan ou de l'Asie centrale, mais de Chine, de Russie, du Golfe arabo-persique, de l'Europe bien sûr. Et donc là, pendant 3 mois, tout ce qui s'intéresse à l'énergie, au développement durable ou à l'environnement, parce que c'est la thématique, l'énergie du futur, et tout le monde va se retrouver là. Donc des opportunités d'affaires, des opportunités d'échange, de conférences scientifiques, mais aussi business de manière très concrète. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que la France ressorte par le haut, en termes de présence, en termes de rayonnement, et puis en termes d'opportunités d'affaires. Et c'est ce à quoi je m'emploie. Alors vous auriez pu être un parfait exemple de ce qu'il faut faire en faisant cet exécutif MBA, c'est-à-dire tout au long de sa vie professionnelle, s'améliorer, apprendre pour passer d'une activité à l'autre, sans d'ailleurs annihiler ce qu'on faisait avant, mais s'en servir probablement pour performer mieux et plus. C'est une accumulation, une strate d'expérience au fond qu'il faut avoir dans la vie professionnelle pour réussir. Tout à fait. Alors je ne sais pas si je suis le meilleur exemple ou si je suis un exemple, mais enfin moi j'ai toujours souhaité changer. Donc j'ai été un petit peu instable. Je jugerais peut-être certains chasseurs de tête ou recruteurs. Mais c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup de métiers, beaucoup d'opportunités, que ce soit, vous disiez, dans la fonction publique internationale, à l'étranger. J'ai fait du cabinet ministériel, j'étais conseiller du ministre de l'économie et des finances en France. J'ai fait l'industrie, vu que pendant 5 ans, j'étais le directeur des études économiques du groupe Total, avant d'être pendant 2 ans le patron du lobbying mondial de la même entreprise. J'ai eu la chance d'être nommé par le président Jacques Chirac membre du collège de la commission de régulation de l'énergie. Donc là, j'étais un électron libre encore plus, vu que j'étais un vieux sage. C'est ainsi qu'on prénomme les gens qui sont dans la régulation. Donc voilà, une vision un petit peu du monde qui est très différente, très variée, très multiple et finalement assez riche. Et c'est ces strates que vous parlez. Moi, à chaque fois, j'ai appris, à chaque fois, je me suis auto-formé d'une certaine façon, ce qui m'a permis de progresser un petit peu. Donc la nécessité de se former tout au long de sa vie professionnelle, vous êtes un adepte de ça et vous pensez que c'est comme ça qu'on réussit. Tout à fait. C'est pour ça que ces exécutifs MBA sont importants. Pascal Auroux, vous m'avez donné une définition de l'Afrique qui m'a éclairé personnellement et personne ne me l'avait donnée. Vous m'avez dit, mais arrêtez, Cyril, arrêtez de parler de l'Afrique. Il y a des Afriques. Tout à fait, bien sûr. Et pour les Africains qui nous regardent, j'imagine que, évidemment, c'est une évidence. Expliquez-nous pourquoi il y a des Afriques, au fond. On a une vision du continent africain qui est unie. Ici en France particulièrement, on a une longue tradition d'amitié, de relations diplomatiques, très longue, très ancienne et très prometteuse. Mais il y a des Afriques. Écoutez, il suffit de regarder une carte et peut-être d'essayer de la comprendre dans la réalité de sa géographie. L'Afrique, c'est quoi? C'est 30 millions et demi de kilomètres carrés. C'est-à-dire que si vous prenez votre Afrique, vous mettez à l'intérieur les États-Unis, vous mettez la Chine, vous mettez la Grande Inde, vous mettez l'Europe des 28, vous pouvez y rajouter le Mexique, vous pouvez y rajouter l'archipel indonésien. C'est ça l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est 7000 km du nord au sud, 7000 km d'est en ouest. 7000 km, pour vous donner un exemple, c'est la distance entre Berlin et Pékin. C'est la distance entre Moscou et New York. Oui, mais ça ne suffit pas. Donc ça, c'est déjà la géographie. Ça ne suffit pas à faire un succès.
Après... Non, mais pas de succès. Mais là, vous me parlez de la diversité. Ouais. Donc il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Quand on Alors, a une immensité comme ça... Pourquoi ce continent est, j'allais dire, maintenant devenu si à la mode? Pourquoi on dit, au fond, le monde aujourd'hui regarde l'Afrique avec espoir, parce que ce seront là que se dérouleront les sources de profit, de développement, d'optimisme, au fond, pour le futur. Parce que la pluralité de l'Afrique est source d'opportunités. Beaucoup de choses sont possibles dans les Afriques. L'Afrique, c'est 54 États, 2 fois plus, par exemple, que l'Union européenne. L'Union européenne a 28, sur un petit territoire qui fait 4,3 millions de kilomètres carrés, 1/7 de l'Afrique. Donc, franchement, la dimension, elle est là. Les ressources sont là, les hommes sont là. Alors, la diversité des géographies également sont là. En termes de climat, vous avez des zones montagneuses, l'Atlas, qui en Afrique du Nord, vous avez toute cette bande montagneuse qui va des hauts plateaux éthiopiens ou abyssiniens jusqu'à l'Afrique du Sud, où vous avez les 2 plus grands monts, le mont Kenya et le mont Kilimandjaro, plus de 5000 mètres d'altitude. Vous avez des cuvettes, des bassins, le grand bassin du Congo, le grand poumon vert de la planète, qui est le seul qui va subsister après que celui de l'Indonésie et de l'Amazonie vont disparaître. Des bassins comme le Niger, la Volta, enfin, je veux dire, c'est une diversité, une pluralité colossale avec énormément de ressources minières et minérales. Voilà, on va parler sous-sol. des hommes maintenant, parce que vous êtes aussi un passionné de géopolitique, de géostratégie. Ce sont des questions, pour en avoir discuté avec vous, qui vous passionnent, sur lesquelles vous êtes, je trouve, très, très instruit et sur lesquelles vous avez une vision qui m'intéresse. Au fond, on voit bien qu'il y a des opportunités fabuleuses avec ce continent, ces pays. Au fond, les hommes aujourd'hui là-dedans. Comment les jeunes Africains, comment les hommes, les femmes qui composent ces pays vont prendre en main leur futur? Comment vous voyez ça? Vous qui êtes en contact avec eux, l'Institut Choiseul a un arc africain très important, tout à fait. Relationnel, de réseau, vous le disiez vous-même. Comment ils vont construire cet avenir? C'est ça qui est passionnant. Je suis un peu en désaccord avec vous, Cyril, parce que vous parlez au futur, moi je parle au présent. L'avenir, il est là, il est en train d'être construit. Mais c'est vous qui connaissez mieux que moi, c'est pour ça. Aujourd'hui, l'Afrique, par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat, est le continent où les femmes, où la proportion plutôt des femmes est le plus important de tous les continents en termes de création d'entreprises. Proportionnellement, il y a plus de femmes africaines qui créent des entreprises qu'il n'y a de femmes européennes, américaines ou asiatiques. Vous allez faire plaisir aux téléspectatrices, j'allais dire, en termes de télé, en tout cas aux gens qui regardent cette téléconférence, en disant ça. Et je m'en réjouis. Mais c'est une réalité. Un premier point. Deuxième point également, vous avez aujourd'hui déjà énormément de jeunes qui sont connectés, qui sont mondialisés, qui sont conscients de tout ce qui se passe, qui ne sont pas repliés sur eux-mêmes et qui créent, qui inventent. Le nombre d'incubateurs en Afrique, il est colossal, où se développent des startups, des idées grâce au numérique, grâce au digital, etc. Ça existe, c'est une réalité que l'on méconnaît parce qu'on est toujours tourné vers l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'extrême-Asie, si vous le souhaitez, mais l'Afrique, on oublie. Mais non, il se passe beaucoup de choses. Et puis au-delà de la nouvelle économie dont je parlais un instant, vous avez plein de jeunes qui créent leur structure, qui développent des complexes, des entreprises, qui créent même parfois leur petit business, même très modeste, mais c'est leur permettre de s'élever, de gagner finalement en pouvoir d'achat et de permettre parfois, souvent, à leurs enfants d'aller à l'école et de voir le niveau d'éducation monter progressivement à l'échelle du continent africain. Moi, je suis très optimiste pour l'Afrique de ce point de vue-là. Je crois que 92% des interrogés l'étaient également, je crois qu'ils ont raison. Les Afriques ont un bel avenir devant elles, grâce à l'homme, grâce aux talents qui existent, qui s'inspirent bien sûr de ce qu'ils observent en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi qui puisent un peu dans leur tradition et dans leur nature, dans la richesse de leur environnement, de leur écosystème, la force effectivement pour progresser. La liaison, cette amitié traditionnelle dont on parlait entre la France et l'Afrique, on voit qu'une école comme celle-ci, l'IFG, le directeur des programmes, Jean-Alexandrie, parlait tout à l'heure, Jean-Alexandrie, de cette tradition et de cette innovation que l'IFG a eue avant les autres écoles, d'être tournée vers l'international, tournée vers l'Afrique. Est-ce que ça va compter dans ce qui arrive? C'est-à-dire cette espèce de lien amical, traditionnel. Comment on se voit mutuellement et par rapport, j'allais dire, aux grands autres acteurs du monde, que sont les Chinois, que sont les Américains, est-ce que vous trouvez qu'on a des atouts? Alors, je vais répondre... Vous en êtes un atout, je ne sais pas, mais je vais répondre de deux façons. Je crois qu'il faut arrêter de croire qu'aux yeux des Africains, on est encore un centre d'attraction relativement fort. Je crois que la jeune génération africaine voit Paris avec sympathie, mais elle observe ce qui se passe à Berlin, ce qui se passe à Londres, ce qui se passe à Shanghai, ce qui se passe à Osaka, ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs.
Donc, vous voulez dire qu'il y a des pays qui concurrencent la France, forcément. Oui, la réalité du monde, la réalité du monde réside dans la diversité. Et donc l'Afrique, elle a énormément de tentations, énormément d'opportunités, et beaucoup de ceux qui sont à l'extérieur de l'Afrique s'intéressent au continent noir. Donc ça, c'est une première réalité. Néanmoins, effectivement, lorsqu'on a en partage, on va dire, une histoire, même si elle est conflictuelle, même si parfois elle peut être difficile, mais elle est aussi faite de choses positives, quand on partage surtout une langue, là, effectivement, on arrive à créer un lien particulier. Et bien, vous me faites une transition formidable avec la francophonie, qui est quand même, j'allais dire, une chance formidable pour nous tous. On va être la 4e langue du monde, peut-être un jour la 3e langue du monde, dans les 15 ans qui viennent, avec des opportunités fantastiques d'échange, du coup. À l'Institut Choiseul, vous en êtes un exemple type. Alors, la langue française, effectivement, c'est un atout. Je pense que si on arrive à optimiser un petit peu cette langue en partage, on arrivera à faire beaucoup de choses d'un point de vue économique, d'un point de vue politique également. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 270 millions de locuteurs français. Grâce à la progression démographique de l'Afrique, à horizon 2050, on estime entre 600 et 800 millions de nombre de locuteurs français. Et à horizon 2050, gens qui vont parler le français. Oui, qui l'auront comme langue de travail principale, ou comme langue à la maison, ou comme langue d'échange numéro 1, etc. Et à horizon 2100, d'après les études, ça sera entre 800 millions et 1,3 milliard. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le français va redevenir ce qu'il était au XVIIIe siècle, une langue qui compte, une langue essentielle. Et ça veut dire aussi autre chose d'un point de vue politique. Je ne parle pas seulement de l'aspect économique, c'est que quand il y aura autant de gens qui seront francophones que sinophones, parce qu'on parle toujours de la Chine, etc. Mais le chinois, ça sera la langue d'un, voire 2-3 pays, Taïwan, Singapour, en plus de la Chine, alors que le français sera partagé par plus d'une trentaine de pays. Si on arrive à prendre conscience de cela, on crée un vrai club politique. Et la politique mène toujours à l'économique. Parce que finalement, on se comprend beaucoup mieux quand on partage la même langue, les mêmes réflexes, les mêmes modes de pensée, les mêmes modes de comportement également par certains côtés. Donc c'est un atout pour la France. C'est un atout aussi pour l'Afrique de se créer ce marché francophone, pour les francophones, parce qu'ils sortent un peu de leurs barrières nationales, naturelles ou linguistiques et autres, et ils partagent une langue finalement qui à la base n'était pas la leur, mais qu'ils se sont appropriés. On le voit très bien à travers la musique, avec les Ivoiriens ou les musiques dites zaïroises, etc. Ils se réapproprient la langue française pour en faire une langue africaine. Et cette langue africaine va permettre à la langue française d'origine de survivre et de s'épanouir. Et des programmes comme celui-ci de progresser et de s'épanouir. Tout à fait. C'est Pascal Laureau, le président de l'Institut Choiseul, un spécialiste de la géopolitique et quelqu'un qui aime l'Afrique également, qui est notre invité aujourd'hui depuis le studio Eiffel à l'IFG. Alors, une bonne nouvelle, Pascal Laureau, beaucoup de questions d'internautes. Donc on va tenter d'y répondre. Je vous propose qu'on écoute quelques questions pré-enregistrées. On va commencer par Rokia Ako, qui est directrice commerciale chez Bissim BNP Paribas. On l'écoute. Bonsoir, je m'appelle Madame Ako Rokia. Je suis directrice commerciale pour la clientèle des entreprises et des institutionnels à la Bissim, filiale du groupe BNP Paribas au Mali. Je fais partie de la promotion Djemba Gate 1602. Monsieur Pascal Laureau, ne craignez-vous pas une Afrique à 2 vitesses? Pascal Laureau, ne craignez-vous pas une Afrique à 2 vitesses, voire à 3 vitesses, voire à 4 vitesses? Écoutez, à l'échelle du continent, avec 54 États, il y a au moins 54 vitesses. Et ce que l'on peut dire, c'est que globalement, l'Afrique progresse. Mais c'est un atout ou un inconvénient? C'est ni atout ni inconvénient, c'est une réalité. Je veux dire, l'Afrique, elle est plurielle, elle est diverse, elle progresse à son rythme. On a longtemps dit que l'Afrique anglophone était mieux dotée que l'Afrique francophone pour se développer, pour décoller économiquement. La réalité montre que ce n'est pas vrai. Chaque pays a son mode de développement, son rythme également de croissance, mais globalement, les francophones et les anglophones se retrouvent à peu près au même niveau. Je prends un exemple, et madame s'y retrouvera parce qu'elle est malienne, donc elle est à côté. Rokia. Bonjour Rokia, d'ailleurs. Bonjour. Qui nous regarde. On a toujours dit qu'en Afrique de l'Ouest, le Ghana était un modèle, versus la Côte d'Ivoire. Bon, depuis 3 ans, le Ghana va très très mal et la Côte d'Ivoire caracole en tête de la croissance économique de l'Afrique de l'Ouest avec des 9,5 ou 10% de croissance. Enfin, peu importe le chiffre, mais c'est la tendance.
toute l'Afrique connaît des phases de croissance. Et ce n'est pas une question de francophone, d'anglophone. Regardez l'Éthiopie, qui n'est ni francophone ni anglophone, parce que c'était le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été véritablement colonisé. Ils sont à peu près aussi à 8-9% de croissance économique, alors que c'est un modèle qui n'est pas tourné vers le système, on va dire, anglo-saxon, ni vers le système français, mais vers un système plutôt pro-chinois, enfin d'une certaine manière, en termes de modalités de fonctionnement au quotidien de l'économie. L'Afrique, elle a une pluralité, elle a énormément de richesses, et elle est en train de décoller globalement. Et c'est vrai que quand on voit la progression économique globalement de l'Afrique, elle est largement au-dessus de toutes les autres grandes régions du monde. Et on voit que l'Afrique de l'Ouest est aussi bonne que l'Afrique de l'Est, que l'Afrique du Nord était peut-être un petit peu en retard, mais déjà bien industrialisée, bien connectée, etc. Non, moi, la différenciation des vitesses n'est pas une inquiétude pour moi, parce que tout le monde va dans la même direction aujourd'hui. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous répondez aux questions. On essaie. Merci. C'est Pascal Laureau, notre invité, le président de l'Institut Choiseul, très grand spécialiste de l'Afrique, et surtout qui explique formidablement bien comment ces progressions sont possibles et comment il y a de l'espoir au fond dans tout ça. C'est très important en ce moment, à notre époque et en ce moment. Pascal, on va passer à la deuxième question. C'est une question de Noël Pognier, ou Pogny, je prononce peut-être pas très bien son nom, qui est président du groupe Satellite Togo. On l'écoute et on répond à sa question dans un instant. Je suis Noël Pognier, président du groupe Satellite et fondateur du 2e Institut international des métiers de sécurité. Quel type de formation nous pouvons mettre en place en Afrique pour booster l'économie africaine? Merci. C'est une très bonne question, Pascal Laureau, puisqu'on sait que la formation est la clé, au fond, de la réussite future d'une élite d'un pays et de gens qui veulent travailler à cette réussite. Tout à fait. Alors, en Afrique, on se rend compte qu'il y a un vrai gap. Aujourd'hui, vous avez une élite africaine qui est très bien formée. Formée à l'international, en Europe, en Asie, aux États-Unis, formée également dans des grandes écoles qui sont en train de se développer, assez rapidement d'ailleurs, à l'échelle du continent. Donc on a vraiment de très bons ingénieurs, de très bons économistes, des gens, de très bons managers, etc. Au niveau. Tout en bas, on a finalement de la main-d'œuvre qui est accessible, peu qualifiée, voire pas du tout qualifiée, qui ne coûte pas cher finalement d'une certaine manière, et ce que l'on observe, et qui handicape sans doute en partie le développement économique de l'Afrique, en tout cas la rapidité avec laquelle l'Afrique évolue, c'est l'absence de maîtrise, d'encadrement, de savoir-faire intermédiaire. Vous êtes dans le cœur du discours. Et ça, quand on parle avec des grandes entreprises occidentales qui s'implantent en Afrique, elles ont le plus grand mal à trouver non pas le dirigeant, non pas le directeur financier, non pas le trésorier, non pas le grand marketeur, mais celui qui va faire l'intersection, enfin, il va être à l'intersection, faire la jointure entre les hauts cadres dirigeants et puis c'est exactement le sens de ce programme, Pascal elles-mêmes, et on ne l'a pas préparé. Non, je suis libre de parole, je dis ce que je pense. On ne l'a pas préparé, c'est une réalité. Et c'est ce corps intermédiaire qui fait défaut. Et je pense qu'il y a un vrai besoin en termes de création d'écoles pour avoir des agents de maîtrise, des agents d'encadrement, à différents niveaux bien sûr, mélangés bien sûr au croisé avec des spécialités en fonction un peu des besoins et des avantages comparatifs de chaque pays considéré. Mais c'est ça qui fait défaut. Et si objectivement il doit y avoir un focus, ça devrait être vers ces métiers au niveau hiérarchique intermédiaire. Là, il y a un grand nombre de ces jeunes formés pourraient être embauchés par les entreprises occidentales s'implantant en Afrique et nourrir également le développement des entreprises africaines à l'échelle du continent. Très bien, on va passer à la question numéro 3, préenregistrée. Il s'agit de Sylvain Lefebvre, exécutif MBA ICG, président de la centrale de financement en France. On l'écoute. Bonjour Monsieur Laureau, je suis Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement. Ma question est la suivante. Nous aimerions aborder le marché et le continent africain pour nous y implanter dans plusieurs pays. Pour autant, l'environnement géopolitique qui nous semble un peu instable fait que nous attendons. Nous avons raison ou nous avons tort? Merci de votre réponse. Là aussi, Pascal Laureau, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Alors, deux réponses peut-être à cela. Tout dépend un peu du ciblage qui est celui donc de l'entreprise du monsieur.
président de la centrale de financement. Bon, tout dépend un peu de leur ambition, de leur projet, des endroits où ils pensent pouvoir s'implanter. Parce que l'environnement géopolitique, c'est une notion bien vaste. Je veux dire, quand on observe l'Afrique, il y a effectivement des endroits où il y a une véritable instabilité, d'autres où il y a une instabilité qui n'est pas d'essence sécuritaire, mais plutôt d'essence en termes de gouvernance, et puis des endroits où ça se passe très très bien. Mais parfois, c'est complètement en dehors de notre écran radar, parce que pour des raisons culturelles, pour des raisons d'information. Les tracts avaient valeur n'intéressent personne. Oui, et puis l'Afrique, on la méconnaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, qu'on ne veut pas la découvrir, mais on connaît très très peu l'Afrique, tellement elle est variée et grande. Donc, tout dépend un peu du projet de monsieur, mais on peut même en parler, je peux en parler avec lui s'il le veut, le moment venu. On va transmettre. Au-delà de tout ça, le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les positions sont en train d'être prises. Et plus on attendra, plus le coût à l'entrée sera élevé. Donc, le conseil, c'est plutôt d'y aller. Non, mais c'est d'y aller de manière raisonnée. Tout dépend du projet, de l'ambition, des moyens qu'on met également au service de cette ambition, et puis après, de prendre une décision stratégique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on observe une ruée sur l'Afrique, parfois irraisonnée, parfois en dehors un peu de ce que la raison voudrait. Mais toujours est-il que c'est le cas. Et cette ruée vers l'Afrique, alors on en parle beaucoup en France, en Europe, on a l'impression que ça nous concerne, nous, non. Mais il n'y a pas que les Européens, il n'y a pas que les Chinois, les Américains, ce sont les Malaisiens, les Indonésiens, les Pakistanais, les Brésiliens, les Argentins, des pays que nous, on n'a pas sur l'écran radar de la compétition mondiale, mais qui y sont et qui y vont. Et je vous assure que plus le temps va passer, plus le coût à l'entrée va être relativement élevé, parce que là, tout le monde est en train de prendre des parts de marché. Comment cette génération africaine là, qui est aux commandes, qui est souvent à l'Institut Choiseul présente et qui collabore à ce que vous organisez, comment elle prend cet intérêt, pas soudain, mais qui est arrivé quand même finalement assez vite pour leur pays, pour ce continent, pour ce qui s'y passe? Comment elle le prend? Comment elle le vit? Ça m'intéresse, vous qui les connaissez, qui les voyez, qui les recevez. Alors, il y a deux façons de voir l'intérêt. Il y a certains pays ou certaines entreprises qui sont là dans une logique de prédation. Et ça, c'est quand même assez mal ressenti. Alors, je veux pas, par les jeunes Africains, par exemple. Par les jeunes Africains, par les Africains au sens large. Parce que les leaders économiques. Certains ont pour pratique d'arriver, de donner effectivement un certain nombre de capacités financières ou de financer des infrastructures et autres, mais en captant finalement les ressources qui vont hypothéquer la capacité du pays in fine et sur le long terme à financer son développement et à survivre. Ça, c'est quand même assez mal perçu. Mais autrement, je pense que nos amis africains voient cet engouement pour leur continent comme étant une opportunité pour eux de se développer, de trouver des partenaires, de trouver des financements également, parce que la problématique du financement, elle est réelle. Avoir des projets, c'est une chose, mais si on ne met pas de financement en face, on est toujours confronté à des points de blocage et des handicaps en termes de développement et de croissance. Donc, dès lors où l'engouement signifie flux financiers, et c'est vrai que les flux financiers destinés à l'Afrique augmentent de manière assez rapidement, ce sont des moyens d'enrichissement collectif qui est la somme des enrichissements individuels, finalement. Alors, vous avez posé une question qui m'intéresse, qui est la question du financement. Quelle est quelle est la solution la plus facile aujourd'hui quand on a justement une belle idée, qu'on a été bien formé, un exécutif MBA comme celui qui est de ce programme, etc., pour trouver des financements, pour réaliser les choses? Quel est le parcours le plus simple aujourd'hui? Voilà, quand on a des idées, qu'elles peuvent être bonnes, mais qu'on veut vérifier leur fiabilité. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Il n'y a pas de bonne solution. Il y a simplement des efforts. Parce que l'argent, finalement, il s'investit là où, effectivement, il pense qu'il y aura rentabilité. Donc, si vous avez un bon projet, s'il est viable, si le business plan tient la route, si effectivement il est porteur de rentabilité pour celui qui va venir ou vous accompagner financièrement, ça ne sera pas trop compliqué. Et si effectivement c'est bancal, et parfois c'est bancal, parce qu'il ne suffit pas de se dire l'Afrique c'est l'Eldorado, allons-y de manière un peu irrationnelle, ça ne marchera pas, les gens ne vous suivront pas, et si c'est votre argent propre que vous mettez sur la table, vous le perdrez. Donc beaucoup de personnes sont parties comme ça à l'assaut, à la conquête, non pas de l'Afrique, mais de certains territoires en Afrique, dans certains secteurs, se sont brûlés les ailes, y compris des très très grandes entreprises. Et alors, rapidement, parce qu'après on va passer à une partie de l'émission que j'aime bien, qui sont les questions en direct, les questions de chat. Dans l'autre sens, des jeunes Africains ou des jeunes entrepreneurs qui se sont formés, par exemple des gens qui font ce MBA, pour trouver du travail, pour s'améliorer ici, qu'est-ce que vous leur conseillez de plus simple comme parcours? Voilà,
dans un sens et maintenant dans l'autre Pour sens. que les Africains reviennent en France? Oui, travailler dans des entreprises françaises et apportent au fond leur qualité. Bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'Africains, enfin, on n'a peut-être pas de statistiques comme ça sous la main là, ce matin, enfin ce soir, mais vous avez énormément de jeunes Africains qui sont formés en Europe, qui sont restés en Europe, au moins provisoirement, et qui sont en train de se former, d'acquérir du savoir-faire, acquérir aussi de l'expérience à très très haut niveau. La grosse question pour l'Afrique, c'est est-ce que ces jeunes Africains qui sont bien formés, qui ont l'expérience finalement de l'entreprise européenne ou occidentale, est-ce que ces jeunes, un jour ou l'autre, vont repartir au pays pour leur faire, enfin au pays, dans leur pays, pour leur faire bénéficier finalement de cette connaissance et de ce stock de connaissances acquises et de savoir-faire? C'est ça la grosse question pour l'Afrique. C'est pas venir pour se former, ils viennent, ils sont là, en direct, physiquement ou par l'intermédiaire des canaux et réseaux sociaux ou médiatiques. Ils sont là, mais la question c'est est-ce qu'ils vont repartir? Et pour qu'ils repartent, il faut qu'effectivement l'Afrique arrive à créer suffisamment d'emplois, donc un vrai stock d'opportunités. C'est parfois ça qui fait le plus défaut. C'est Pascal Laureau, le président de l'Institut Choiseul, un spécialiste de l'Afrique, de la géopolitique, des affaires, de la diplomatie, du business, qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission, dans cette téléconférence. On va passer aux questions de chat en direct. Et la première question, eh bien, elle est issue de Thomas, de Côte d'Ivoire. En quoi la francophonie est-elle une arme de transformation massive? Elle est bonne, la question. Elle est très très bonne. La francophonie, c'est une langue en partage, mais c'est au-delà d'une langue en partage. Sur des valeurs, vous voulez dire? C'est pas seulement des valeurs, ça a été aussi des mécanismes qui ont été mis en place. Dans les années 90, on a créé par exemple l'OHADA, l'Organisation du droit des affaires en Afrique, qui a consisté à unifier le droit du commerce d'une multitude de pays de l'ancienne Afrique occidentale française, on va dire, donc de ce qui est aujourd'hui la CEDEAO, leur permettre à différents États d'abolir la frontière, d'avoir des juridictions, des règles commerciales, des codes, des lois, des règles, enfin énormes, communes. Donc d'un pays qui faisait 10 millions d'habitants, 5 millions d'habitants ou 20 millions d'habitants en termes de marché, on est passé à un espace qui fait 150 à 200 millions de consommateurs potentiels. Et ça s'est fait sur la base finalement d'une communauté de pensée et qui était à la base d'une communauté linguistique. Donc quand on parle, pour reprendre l'expression d'armes de construction ou transformation massive, c'est ça, je veux dire, dès lors on partage des valeurs et la langue est un élément ou un truchement relativement important pour rapprocher les gens, on arrive à aller au-delà. Et s'il y a la volonté, on va au-delà. Et ce qui était fait en Afrique de l'Ouest et qui se fait aussi ailleurs, je pense que c'est quelque chose de très positif parce qu'on met en commun finalement les manières de pratiquer, au moins si on parle de business aujourd'hui, c'est la réalité et c'est quelque chose qui a apporté quelques points de croissance, je pense, à cette Afrique occidentale que l'on aime tant. Une deuxième question qui nous vient du Cameroun en direct, c'est une question d'Alou Keïta. Quel est l'impact de la politique économique chinoise sur celle de l'Afrique, Pascal Laureau? Alors, la Chine, c'est un grand partenaire de l'Afrique, comme la Chine est également le premier partenaire de la plupart des pays d'Amérique latine, de la Grèce, de plein de pays à l'échelle du monde aujourd'hui. Les Chinois sont partout. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été partout. Non, c'est historique. Ils ont toujours eu la bosse du commerce, ils ont toujours progressé. Oui, mais ils étaient plutôt à travers des diasporas en Asie du Sud-Est, voire sur la côte est du Pacifique. Là aujourd'hui, ils sont vraiment depuis 15 ans, 20 ans, ils sont vraiment en Afrique. Ils viennent de manière de plus en plus importante. Pour une raison très simple, c'est que pour maintenir un rythme de croissance économique de 7%, une population de 1,3 milliard, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin du carburant qui va alimenter le moteur de la croissance économique. Et cette énergie, matières premières, charbon, manganèse, pétrole, gaz, etc., il est bien sûr dans certaines régions golfe arabo-persique, mais là l'Occident est présent, et il est surtout en Afrique. L'Afrique, l'Occident a délaissé à partir du début des années 90. La nature ayant horreur du vide, les Chinois sont arrivés. Ils sont arrivés avec des capacités financières importantes, avec des modalités de financement aussi très très intéressantes, 0% sur 30 ans, etc. Et puis avec un système que finalement les dirigeants africains n'ont pas vraiment compris au départ, à savoir ils avaient quasiment des prêts à taux zéro, de très long terme. On leur disait simplement que finalement on prenait aussi comme garantie des actifs forestiers, les bois rares, miniers, du cobalt, du cuivre ou autres, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement les contrats avaient été peut-être mal négociés.
et qu'aujourd'hui, ces dirigeants, ces États sont assez tenus et hyper dépendants de la Chine. Donc la Chine a apporté des ressources, du financement qui a permis de développer des infrastructures, moderniser bien sûr les économies des différents États, mais aujourd'hui une relation de dépendance qui n'est pas saine, qui n'est pas forcément équilibrée. D'où la volonté des États aujourd'hui de rééquilibrer finalement leurs relations commerciales et à appeler les Européens à être un petit peu plus présents, les Européens mais les Brésiliens et d'autres aussi. Donc voilà, c'est assez ambivalent. Une critique aussi qui est souvent faite à l'encontre de la Chine, c'est finalement de profiter un petit peu du système, mais de ne jamais transférer de savoir-faire technologique. Et c'est vrai, lorsque les Chinois arrivent, ils viennent avec leur population qui vont s'installer, travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec des équipes qui se relaient, etc. Les entreprises chinoises vont très peu recruter de main-d'œuvre locale et encore moins les former. Donc finalement, ça ressemble à quoi? Certains disent que c'est du pillage, tout simplement. Pascal Leroux, on passe à une autre question directe, un chat. Pourquoi l'Afrique est-elle le nouvel Eldorado des énergies nouvelles? Et c'est une question qui vient du Gabon, de Ren Tunji. Alors c'est une très très bonne question, et pour une raison très simple, c'est qu'un grand nombre de pays africains dotés de ressources minières relativement importantes, effectivement on parlait du cuivre, mais je pense surtout au pétrole et au gaz, se sont endormis un petit peu sur leur laurier. Ils ont cru que grâce à ces ressources, finalement, ils allaient pouvoir mener grand train pendant très très longtemps et repousser le plus tard possible les réformes structurelles nécessaires pour tenir compte notamment aussi de la révolution démographique que connaît le continent. Je rappelle quand même que 40% de la population a moins de 15 ans et que l'âge médian en Afrique, c'est 20 ans. C'est-à-dire que vous avez autant de population qui a moins de 20 ans qu'il y a d'Africains qui ont plus de 20 ans. Donc il faut en tenir compte. Et lorsque le prix du baril fait un vrai yo-yo, ben on se rend compte que contraintes budgétaires, déficit, crise économique et donc crise sociale. Donc beaucoup d'États, y compris des États qui sont dotés de richesses pétrolières, se sont dit il faut qu'on développe de nouveaux modèles, des modèles qui ne soient pas polluants, qui nous affranchissent un petit peu des contraintes de ce qu'on appelle le Dutch disease en théorie économique. Cette maladie, le mal hollandais, qui fait que quand on a des richesses qui viennent du ciel comme ça, on ne réforme pas comme il faudrait. Donc beaucoup se sont dit il faut qu'on bénéficie finalement et qu'on tire parti de la richesse intrinsèque, mais que l'on peut jumeler avec l'intelligence de la nouvelle technologie. En Afrique, vous avez des zones d'ensoleillement qui sont colossales. Vous avez des zones venteuses qui sont énormes. Vous avez des ressources hydrauliques qui sont inexploitées, en tout cas pas suffisamment exploitées, dans un mode compatible avec la préservation de l'environnement, parce que ça aussi c'est important. Et donc on voit depuis quelque temps un grand nombre de projets émerger, des grandes fermes solaires, des grandes fermes éoliennes en Éthiopie, en Angola, au Cameroun, au Maroc récemment également. Et ça transforme complètement le paysage énergétique de l'Afrique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces énergies renouvelables permettent finalement d'apporter des réponses à des zones isolées. Le gros problème, ce n'est pas finalement de produire de l'énergie, mais c'est d'apporter l'énergie que l'on a produite du lieu de production au lieu de consommation. Et quand, revenons sur ce que je disais, on a un continent qui fait 7000 km du nord au sud, 7000 km d'est en ouest, dans ses plus larges dimensions, qui a des graves problèmes de logistique, de corridors, de transport, etc., etc., être en capacité, grâce à ces sources d'énergie renouvelables et neutres pour l'environnement, eh bien, de toucher des lieux qui ne sont pas du tout desservis par les grands réseaux, fils électriques, couloirs ou oléoducs, gazoducs, etc., c'est quand même un plus. Donc voilà, préservation de l'environnement, toucher les zones les moins accessibles, permettre aussi d'avoir un système renouvelable quasiment gratuit et éternel, d'une certaine manière, dès lors où on a la technologie, parce que le soleil ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, et les moments de grand vent non plus. Donc voilà, c'est un plus, et je pense que c'est un des éléments qui va vraiment marquer le développement économique et énergétique du continent africain. Alors, ce qui peut également marquer le développement économique de ce continent, l'Afrique, ce sont les nouvelles technologies. Est-ce que l'Afrique va-t-elle faire un effort en termes d'infrastructure Internet? C'est une question de Mamadou Diop du Sénégal. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'Internet, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'histoire technologique de l'humanité, il y a toujours eu des sauts. Donc des moments où on arrive à passer d'une technologie à une nouvelle technologie. Souvent,
on a une technologie que l'on améliore. Et on parle de nouvelles technologies. Non, c'est un continuum. Mais tous les 20 ou 30 ans, il y a des sauts où on voit apparaître de vraies technologies révolutionnaires qui, finalement, ringardisent les précédentes. L'Afrique est en capacité de le faire. L'Afrique, on le voit très bien avec le paiement par mobile qui est très développé au Kenya, mais pas seulement au Kenya, en Afrique de l'Est, et qui se popularise un petit peu partout, fait que l'Africain maintenant, avec son téléphone portable, est capable de payer son abonnement à des chaînes câblées, est capable de payer son électricité, est capable de payer quasiment tout, ou aller dans un magasin avec son téléphone, il va payer. Alors que nous, en Europe, on en est encore au chèque. Regarder la télévision. Oui, mais on en est encore au chèque. Le chèque n'existe pas en Afrique. Parce qu'ils ont sauté des étapes. Il y a le chèque, la carte bancaire, mais maintenant c'est le paiement mobile. Et ça, les Africains sont en avance sur les Européens. Et dans beaucoup de domaines, je pense qu'on va avoir, grâce à cette côté de virginité technologique par certains aspects, on va voir quand même l'Afrique être en avance sur les autres. Et ça, c'est un signe encourageant. Alors, une question sur la COP21. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un obstacle, au fond, pour le développement de l'Afrique, cette COP21 dont on a tant parlé, et d'ailleurs qui est à répétition, puisque c'est la COP22. Il y aura la COP22, puis la 23, et puis on va continuer. Voilà. La COP22 a déjà eu lieu. Et oui, bien sûr. C'était au Maroc. Bien sûr. Au Maroc, à Marrakech. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est que la COP? C'est une grand-messe, un grand moment où finalement tout le monde se met d'accord pour avancer et faire en sorte qu'on va réussir à préserver la planète. En développant de nouvelles technologies, en avançant finalement sur un certain nombre d'engagements fondamentaux. Alors c'est vrai que l'Afrique est partie prenante, mais au même titre aussi que les États-Unis, que la Chine, que l'Europe, que l'Amérique du Sud et d'autres grandes nations. Donc je pense que dès lors où tout le monde se met autour de la table, réfléchit aux moyens de faire en sorte que notre avenir soit meilleur parce qu'on va réguler nos consommations excessives d'énergie ou nos émissions là aussi excessives de choses qui polluent et qui vont rendre beaucoup plus difficile notre vie. Je crois qu'il faut se féliciter de ce genre de choses. Et l'Afrique, à mon sens, sera sans doute un des bénéficiaires principaux de ces avancées en termes de bonne gouvernance mondiale. C'est un signe que ça a eu lieu à Marrakech ? En tout cas, c'est un symbole que ça a eu lieu en Afrique. C'était bien, le premier à Paris, après Rio bien sûr, à Paris, mais bien structuré à Paris, une vraie réussite, des vrais engagements des grandes nations, le suivi au Maroc, et puis sans doute retour prochainement en Europe encore. Pascal Loro, c'est quand la prochaine fois que vous allez vous rendre en Afrique là ? Quels sont les projets personnels ? Je fais un grand show en Algérie les 14 et 15 mai prochains. On aura à peu près, je pense, entre 200 et 250 leaders africains qui vont se réunir, qui vont échanger, qui vont essayer de partager et se projeter, mais collectivement, vers le futur du continent économique africain. Pascal Loro, si on a des questions qui arrivent après cette conversation avec vous, cette émission, cette téléconférence, est-ce qu'on peut accéder à vous? Comment on fait pour accéder à Pascal Loro? Poser des questions. Oui, mais c'est gentil. On est très accessible. De toute façon, on est sur les réseaux sociaux. L'Institut Choiseul a un site, www.choiseul.info. Et puis partant de là, on peut nous toucher aisément et on répondra avec grand plaisir. Alors, si jamais vous avez des questions supplémentaires pour Pascal Loro, si vous avez des idées à exprimer, vous avez vu qu'il était ouvert à toutes les bonnes opportunités. Sa vie est faite de ça. Eh bien, vous les transmettez à l'IFG et les responsables de l'exécutif MBA se feront un plaisir de les transmettre à l'Institut Choiseul et à son président Pascal Loro, un passionné de géostratégie, d'Afrique, de commerce international, un diplomate, mais aussi un homme d'affaires. Merci d'avoir été l'invité ce soir de cette émission, de cette téléconférence. Et puis, on vous retrouve évidemment sur tous les continents, parce que vous pourriez parler de d'autres continents aussi bien que de l'Afrique, parce que je sais que vous passionnez aussi pour le reste du monde. Merci Pascal Loro. Je tiens à remercier beaucoup Jean Alessandri qui nous a accueillis dans ce studio ici, Eiffel, à côté de la Tour Eiffel, pas très loin. On va remercier également Emmanuel Mondoloni, le directeur général de l'IFG. Et puis merci aussi à Isabelle Viguier qui a préparé cette émission avec nous, Pascal Loro. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous. Au revoir, merci.